Je m'appelle Marguerite Nguyen. J'ai 94 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la santé n'était qu'une question de chance, et mon seul regret, c'est de n'avoir compris que c'était un choix qu'à l'approche de mes 70 ans. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je vis seule ici, dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, mais je me sens plus connectée à la vie maintenant que je ne l'étais il y a des décennies. Tout a commencé par un simple changement dans ma façon de penser. Pour comprendre ce changement, je dois vous ramener à un matin très ordinaire, il y a environ 25 ans. C'était un mardi. J'avais 68 ans. Je préparais le petit déjeuner dans cette même cuisine. Mon dos me faisait mal après la nuit, mes genoux étaient raides. Je me souviens d'avoir soupiré et pensé très clairement. C'est simplement ce qui arrive quand on vieillit. Je l'acceptais comme un fait immuable, comme la météo. Étienne était encore là à cette époque, à bricoler dans le jardin. Cette résignation colorait tout, même les choses que j'aimais le plus. Elle s'est manifestée dans mon atelier quelques jours plus tard. J'étais en train de poncer un coffret à bijoux pour ma petite fille Lucie. Ma main avait ce léger tremblement persistant, pas celui de l'excitation, mais une fatigue qui tremblait. J'ai posé le papier de verre, frustré. J'ai regardé Étienne, qui lisait dans son fauteuil du coin, et j'ai dit « Je crois que je suis trop vieille pour ça ». J'attendais de la sympathie, mais sa réponse était calme, et ce fut la première fissure dans mon mur de résignation. Il a posé son livre et m'a regardé avec cette expression douce et triste. Il a dit « Ou peut-être que tu manques juste d'entraînement, Margot ». Juste d'entraînement. Ces mots flottaient dans l'air chargé de sciure. Ils suggéraient que mon état n'était pas permanent, mais le résultat de quelque chose que j'avais ou n'avais pas fait. C'était une pensée révolutionnaire et déstabilisante. Je ne savais quoi en faire, alors je l'ai mise de côté. Mais la vie allait bientôt me montrer ce que ma résignation me coûtait vraiment. Ce samedi-là, mon fils David et ses 2 garçons sont venus. Ils voulaient marcher sur le sentier au bord de la Garonne, un chemin dont je connaissais autrefois chaque racine et chaque tournant. J'ai inventé une excuse. Je les ai regardés depuis cette même fenêtre, monter en voiture en riant. La douleur que j'ai ressentie n'était pas dans mes genoux, elle était dans mon cœur. Personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas y aller, c'est moi qui l'avais décidé. Mais c'est une crise imminente qui allait transformer ce regret en véritable peur. Environ 1 mois plus tard, Étienne s'est réveillé en ayant du mal à respirer. L'ambulance est venue et il a passé 1 semaine à l'hôpital. Ces nuits seules dans cette maison soudainement silencieuse furent les plus longues de ma vie. Le silence n'était pas paisible, il était terrifiant. Je ne faisais pas seulement face à la possibilité de le perdre, je regardais en face l'avenir que j'avais construit par ma propre passivité. Assise seule, j'ai réalisé que ma peur la plus profonde n'était pas la mort. C'était une vie longue et déclinante. Je me voyais devenir un fardeau pour David, pour ma fille Anne, pour mes 11 petits-enfants. Non pas par malchance,
mais parce que j'avais passé des années à accepter le déclin au lieu de pratiquer la vitalité. La maladie d'Étienne fut un éclair, m'éclairant sur le chemin où ma résignation me menait. Cette clarté était terrible, mais c'était aussi un cadeau. Quand il est finalement rentré, fragile mais en voie de guérison, j'étais prête à faire un choix différent. Je n'ai pas pris de grandes résolutions, ça ne dure jamais. J'ai pris une décision simple et concrète. Je me suis dit, demain matin, tu vas faire une chose différemment, une seule. Pas de plan sur 5 ans, juste le lendemain matin. Et ainsi, dès l'aube suivante, j'ai commencé. Pas par un marathon, mais par une action unique et délibérée, qui est devenue la première de mes 5 habitudes. Je me suis levée. J'ai bu un grand verre d'eau. Première habitude. Puis j'ai mis mes chaussures et je suis sortie. J'ai marché jusqu'au bout de notre allée et suis revenue. 5 minutes. Deuxième habitude, le mouvement matinal. Mon cœur battait fort, non pas de l'effort, mais de l'importance du moment. C'était une rébellion directe contre ma vieille pensée, c'est juste ce qui arrive. Je faisais arriver quelque chose. Cette petite marche était le fondement. Elle m'a prouvé que l'action était possible. À partir de là, j'ai lentement, patiemment, construit le reste de ma routine. Ces 5 habitudes matinales, l'hydratation, le mouvement, la respiration consciente, un petit déjeuner riche en protéines et prévoir une chose à laquelle se réjouir, ne sont pas magiques, c'est de la pratique. La menuiserie m'a appris que le lissé vient d'un ponçage régulier. La santé, c'est pareil. J'ai reconstruit ma force dans mon jardin, sur les sentiers de la Garonne, à mon établi, et à la table de cartes avec mes petits-enfants, l'esprit vif et les mains fermes. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Le 3e matin, j'ai ajouté 1 minute, marchant un peu plus loin dans notre paisible rue. J'étais curieuse. Pouvais-je atteindre le grand platane ? Oui. Mes genoux protestaient encore, mais la douleur semblait différente. Ce n'était plus un verdict, c'était une conversation. Mon corps disait « c'est difficile » et j'apprenais à répondre « essayons quand même ». Étienne observait tout ça depuis son fauteuil pendant sa convalescence. Il n'insistait jamais. Il souriait juste et disait « Tu vas à ta pratique, Margot ?» Il utilisait toujours ce mot « pratique ». Ça enlevait la pression. Je ne m'entraînais pas pour un marathon. Je pratiquais simplement le fait d'être dans mon corps. Quelques semaines plus tard, j'ai ajouté la 3e habitude. Je me tenais sur la terrasse après ma marche, la main posée sur la rambarde qu'Étienne avait construite, et je respirais, tout simplement. Je regardais la brume matinale sur la Garonne et je prenais 10 respirations lentes. Ce n'était pas vraiment de la méditation, c'était juste me rappeler que j'avais des poumons qui fonctionnaient et un monde qui était beau. Le changement du petit déjeuner est venu par nécessité. Ma tartine habituelle me laissait affamée à 10 heures. Alors j'ai commencé à manger un œuf, parfois avec un peu de fromage. Ça ressemblait à du carburant, pas juste à de la nourriture. 4e habitude. La 5e était la plus subtile. Pendant que je mangeais,
je décidai d'une petite chose à laquelle me réjouir ce jour-là. Pas un grand voyage, peut-être appeler Anne, ou travailler sur un nouveau dessin, ou battre Étienne à la belote ce soir-là. Ça donnait un sens à la journée. Les habitudes fonctionnaient parce qu'elles étaient minuscules. Elles m'appartenaient et elles s'accumulaient. Ce tremblement dans ma main s'est atténué à mesure que mes bras se renforçaient. La raideur dans mes genoux s'est assouplie à mesure que les marches s'allongeaient. En moins d'1 an, j'étais de retour sur le sentier au bord de la Garonne avec David et les garçons. J'étais plus lente, certes, mais j'étais là. Je me souviens de l'odeur des pins et des rires de mes petits-fils devant moi. Je me sentais présente d'une façon que je n'avais plus connue depuis des années. Notre relation a changé ces années après sa maladie. Elle s'est approfondie. Nous n'étions plus 2 personnes vieillissantes ensemble. Nous sommes devenus des partenaires de pratique. Il a repris le jardinage pour sa propre force. Nous jouions aux cartes l'après-midi et les parties étaient acharnées et joyeuses. Nous ne préservions plus notre énergie, nous la partagions. Il est parti il y a 8 ans. Il me manque chaque jour. Mais je ne me sens pas seule dans cette maison. Mes 11 petits-enfants entrent et sortent constamment. Ils viennent pour mes crêpes fameuses, mais ils restent pour les parties de cartes. Ils pensent que je suis une joueuse de belote impitoyable. Je les laisse croire que c'est de la chance. Voilà ce que j'ai finalement compris. Mon grand regret, c'est d'avoir passé des décennies à croire que la santé était un nom, une chose que l'on avait ou que l'on perdait. Je vois maintenant que c'est un verbe. On la construit ou on la laisse s'éroder avec chaque matin. J'ai manqué des connexions plus profondes avec Étienne parce que j'attendais passivement de me sentir en bonne santé au lieu de la créer activement. J'étais enseignante. J'ai enseigné aux enfants que leur esprit pouvait grandir. Mais j'ai oublié d'enseigner à mon propre corps la même leçon. Ça m'a coûté du bon temps avec Étienne. Les années après sa convalescence étaient merveilleuses, mais la décennie de mes 60 ans, ces années semblent minces maintenant. Nous étions ensemble, mais je n'étais pas pleinement présente. Nous nous asseyions sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil sur la Garonne, et au lieu de sentir simplement sa main dans la mienne, je pensais « Ma hanche me fait mal, je devrais rentrer ». J'écourtais le moment sans réaliser que je perdais les deux. Il y a un souvenir qui me hante. Nous étions dans la cuisine. Il essayait de me parler d'un livre sur l'histoire de la construction navale dans les ports de Bordeaux. Il était si animé, ses mains dessinant la forme d'une coque dans l'air. Et j'écoutais, mais j'étais appuyée contre le comptoir, déplaçant mon poids d'un pied douloureux à l'autre. Je l'ai interrompu, pas méchamment, juste avec lassitude. J'ai dit « Étienne, c'est très bien, mais je dois aller m'asseoir ». J'ai vu la lumière dans ses yeux s'éteindre, juste un peu. Il a hoché la tête, souri de son sourire patient et dit « Bien sûr, Margot ». Une autre connexion manquée. J'avais choisi l'histoire de mes limitations plutôt que l'histoire que nous vivions ensemble. Pendant des années, le verbe que je pratiquais était « endurer ». J'endurais ma vie. Étienne vivait la sienne. Et je laissais un fossé s'ouvrir entre nous, centimètre par centimètre,
soupir après soupir. La réalisation la plus douloureuse est venue lentement, dans les années après sa disparition. J'étais dans mon atelier, les mains fermes sur un morceau de merisier, et je pensais, Étienne aurait adoré ce grain. Suivi d'un regret net, j'aurais pu lui montrer cette capacité bien plus tôt. Nous aurions pu passer ces années à collaborer, nos mains couvertes de sciure ensemble. Au lieu de ça, il m'avait regardé lutter et me résigner. C'est ça le poids de tout ça. Ce ne sont pas les grandes choses que je ne pouvais pas faire. Ce sont les petites choses précieuses que je n'ai pas faites parce que j'attendais de me sentir mieux. Je n'ai pas proposé cette deuxième partie de belote. Je n'ai pas suggéré une promenade pour voir les feuilles d'automne. Je me suis rapetissée, et ce faisant, j'ai rapetissé notre monde. Un après-midi, environ 1 an après sa mort, je fouillais dans son vieux bureau. J'ai trouvé un carnet. Ce n'était pas un journal intime, juste des listes et des pensées gribouillées. Et sur une page, il avait écrit une seule ligne. « Les mains de Margot tremblaient aujourd'hui. C'est douloureux à voir. » La date était quelques jours avant cette scène dans mon atelier, avant qu'il me dise que je manquais juste d'entraînement. Il l'avait vu. Il avait porté l'inquiétude seul. Et sa solution n'était pas la pitié, c'était un défi silencieux. Il croyait que je pouvais faire quelque chose, même quand moi je n'y croyais pas. Lire, ça m'a brisé. Je me suis assise à son bureau et j'ai pleuré. Non pas seulement parce qu'il me manquait, mais parce que je voyais enfin le tableau complet. Ma résignation n'était pas un fardeau privé, c'était un poids qu'il portait lui aussi. Mon acceptation passive du déclin n'était pas seulement ma propre condamnation, c'était une condamnation pour nous. J'avais cru que je vieillissais simplement. Je ne comprenais pas que j'abandonnais le terrain partagé, actif et curieux de notre vie commune. C'était mon fond du gouffre, pas à 68 ans, mais à 86 ans, assise seule avec un fantôme et un carnet. Le regret était si précis. Ce n'était pas « j'aurais voulu voyager davantage », c'était « j'aurais voulu être plus vivante dans la vie que j'avais déjà ». Mais voilà ce qu'il y a de bien quand on touche le fond. C'est solide, on peut s'en repousser. Cette douleur est devenue le fondement inébranlable de la vie que je vis maintenant. C'est pourquoi mes habitudes matinales ne sont pas négociables. Chaque fois que je choisis la marche, la respiration profonde, le bon petit déjeuner, je choisis d'être présente. Pour David et Anne, pour mes 11 petits-enfants, pour la mémoire d'Étienne, qui croyait en mes mains avant moi. Alors quand je vous dis mon seul regret, voilà ce qui se cache derrière. Ce sont les couchers de soleil manqués, les parties de cartes non jouées, le « parle-moi encore de ces bateaux » non dit. C'est l'amour qui était toujours là, mais qui n'était pas toujours rencontré par une vitalité capable de le correspondre. Je ne peux pas récupérer ces années avec Étienne, mais je peux les honorer en ne gaspillant pas un seul matin qu'il me reste. Voilà ce que j'ai appris à 94 ans. J'avais tort pendant des décennies. Je croyais que vieillir était une histoire écrite par le temps et que j'en étais un personnage, récitant mes répliques de raideur et de fatigue.
Je ne comprenais pas que j'en étais l'auteur. Chaque matin, je prenais la plume. Pendant des années, j'ai écrit la même phrase. C'est juste ce qui arrive. Et cette phrase a construit une vie de retrait silencieux. La vérité, c'est que la santé n'est pas un prix que l'on gagne, c'est une conversation. C'est vous qui écoutez vos genoux grinçants et au lieu de soupirer, vous demandez « Qu'est-ce qui se passerait si on marchait jusqu'à la boîte aux lettres quand même ?» La curiosité, pas la résignation. Mon mari Étienne, avec son calme « Tu manques juste d'entraînement », me tendait la clé de ce changement. J'ai juste mis 25 ans à la glisser enfin dans la serrure. Mon conseil est celui-ci. N'attendez pas votre alerte à l'hôpital. N'attendez pas la perte qui vous ébranle. Votre habitude de demain est infiniment plus importante que votre grande intention de l'année prochaine. Commencez par une chose, une seule, et faites-la si petite qu'elle vous paraisse presque ridicule. Quand j'ai commencé, c'était un verre d'eau et une marche jusqu'au bout de l'allée. Le pouvoir n'était pas dans la distance, il était dans la décision. Il était dans la rébellion contre ma propre histoire de déclin. Soyez l'enseignante de votre propre corps. Il apprend, il s'adapte, il répond à la régularité et à un peu de bienveillance. Choisissez une chose, l'hydratation, 5 minutes d'étirement, un petit déjeuner protéiné, 10 respirations profondes sur la terrasse. Faites-la avec curiosité. Je me demande ce qui se passera si je fais ça tous les jours pendant un mois. C'est comme ça que l'on construit une pratique. C'est comme ça que l'on écrit une histoire différente. Vous avez encore le temps. Que vous ayez 45 ans et ressentiez les premières douleurs, ou 75 ans en pensant que le train est parti, vous avez le lendemain matin. Le lendemain matin est une page blanche. J'ai construit cette vie, marché sur les sentiers de la Garonne, apprendre à mes petits-enfants à garder un visage impassible à la belote, sentir mes mains fermes sur un ciseau. À partir d'une marche de 5 minutes, à presque 70 ans. Vous pouvez construire la vôtre. Le regret de l'inaction est un fardeau plus lourd que toute fatigue de l'action. Je porte le premier, je choisis le second. Cette chaîne est pleine d'histoires comme la mienne. Si mon histoire sur Étienne, le papier de verre et la maison silencieuse vous a touché, je serais honoré que vous vous abonniez. Appuyez sur la cloche de notification. Et j'aimerais vraiment vous entendre. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quelle est votre chose, cette petite pratique, presque ridicule, que vous pourriez commencer demain? Où y a-t-il un Étienne dans votre vie, quelqu'un qui voit votre capacité, même quand vous ne la voyez pas? Si cela vous a fait réfléchir, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-le. Partagez-le avec un ami qui soupire à cause de son dos raide ou un parent qui croit que ses meilleurs jours sont derrière lui. Il pourrait avoir besoin d'entendre que la santé est un verbe. Peut-être avez-vous votre propre histoire, une leçon gravée dans la joie ou le deuil qui pourrait aider quelqu'un d'autre. Il y a un formulaire dans la description où vous pouvez en parler aux gens qui gèrent cette chaîne. Votre voix pourrait être celle qui change tout pour quelqu'un qui regarde. Un livre qui m'a aidé à mettre tout cela en perspective s'appelle « De force en force »
d'Arthur Brooks. Ce n'est pas un livre sur les exercices physiques, c'est sur la façon de trouver un but et de la vitalité dans ces derniers chapitres. J'ai mis un lien dans la description si vous êtes curieux. Ne faites pas mon erreur. Ne confondez pas vieillir avec s'éteindre. Ne laissez pas la résignation être l'auteur de vos jours. Prenez la plume. Commencez par une phrase demain matin, une phrase d'action, aussi petite soit-elle. Écrivez-la, puis réécrivez-la le lendemain. C'est comme ça que l'on construit une vie, habitude après habitude, matin après matin. C'est comme ça que l'on honore le temps que l'on a et les gens avec qui on le partage. C'est comme ça que l'on s'assure que, quand on regarde en arrière, on voit une histoire dont on est fier d'avoir été l'auteur.